Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir un exercice extrêmement classique sur les projecteurs qu'il faut savoir faire les yeux fermés. Alors à vrai dire, le résultat de cet exercice est tellement classique qu'il vaut mieux l'avoir avec soi dans son cours et se dire que là l'exo qu'on est en train de faire c'est un petit peu une démonstration qu'il faut à tout prix connaître. Alors déjà première chose, on prend E un espace vectoriel de dimension finie, ensuite on prend P un projecteur de E, et puis il faut montrer que le noyau de P et l'image de P sont non seulement en somme directe, mais en plus sont supplémentaires dans E. Alors là, quelques petits rappels s'imposent. Et d'abord sur, mais qu'est-ce que ça veut dire que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires dans E? Si lui, on décide de l'appeler grand F et lui qu'on l'appelle grand G, qu'est-ce que ça veut dire que F plus avec ce rond là G est égal à E? Voilà, quand est-ce qu'on a ça? Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, allez voir les vidéos de cours, c'est très important. Nous on sait que si on doit montrer ça, on a à notre disposition deux grandes possibilités. La première, la plus utilisée, c'est celle-ci, l'intersection de F et G est réduite au vecteur nul. Et ensuite on doit aussi avoir la dimension de E, donc la dimension de cet espace vectoriel, doit être égale obligatoirement à la dimension de F qui est là, plus la dimension de G qui est juste ici. Bien évidemment, là je ne l'ai pas rappelé en rouge, mais F et G sont des sous-espaces vectoriels de E. C'est pour ça que F inter G, ça fait le vecteur nul de E. F et G, ils sont entre guillemets à l'intérieur de E. Mais par exemple, imaginons qu'on prenne E qui est égal à R carré et puis F et G qui sont les deux droites qu'on a juste là. Et bien là, on a exactement nos deux résultats. F inter G, c'est réduit au vecteur nul. Pourquoi? Parce que quel est le seul vecteur qu'il y a à la fois dans F et dans G? Eh ben, c'est le vecteur nul. Vous êtes d'accord avec moi? Là, F et G, le seul endroit où ils se croisent, entre guillemets, c'est juste ici, c'est l'origine du repère, entre guillemets, c'est bien le vecteur nul. Donc là, F inter G, attention, n'écrivez surtout pas que c'était égal au vecteur nul. Non, pas du tout. Ça, c'est archi faux, hein. Surtout, n'écrivez jamais ça. F et G, ce sont des sous-espaces vectoriels. Donc, ce sont a fortiori des ensembles. Donc là, vous êtes en train de dire qu'un ensemble inter un autre ensemble est égal à un vecteur. Non, pas du tout, c'est pas possible. C'est comme si vous disiez un sac à patates inter un autre sac à patates est égal à une patate. Pardon, mais un sac à patates et une patate, ça n'est pas la même chose. Donc là, il faut bien dire un sac à patates inter un autre sac à patates, ça fait un sac à patates, ok? Là, on est bien en train de dire, on parle d'un ensemble dans lequel il n'y a qu'une seule patate, entre guillemets, c'est le vecteur nul. Et puis ensuite, la dimension de E, là, est égale à 2. On est bien sur le plan. C'est bien la dimension de F, qui est égale à 1, puisque F est une droite, sa dimension est égale à 1, plus la dimension de G. G est aussi une droite de dimension 1. Donc, il n'y a pas de problème. 1 plus 1, ça fait bien 2. F et G, là, dans notre exemple, sont bien supplémentaires dans E. Il n'y a pas de problème. Et alors, une deuxième façon qu'on a de montrer que F et G sont supplémentaires dans E, c'est de dire ceci. Alors là, la deuxième condition, c'est exactement la même que celle qui est ici. La dimension de E, c'est la somme des dimensions de F et de G. OK. Et puis, en plus, vous devez avoir que E est égal à F plus G. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette égalité-là? Ça veut dire que tout élément de E peut s'écrire comme un élément de F plus un élément de G. Là, sur notre petit dessin, comment est-ce que ça s'interprète? Si jamais on prend un vecteur X qui appartient à E, donc un vecteur X qui appartient au plan, voilà, juste ici par exemple, ce vecteur X, on peut le décomposer comme une somme d'un vecteur qui appartient à F et d'un vecteur qui appartient à G. Voilà, comme ceci, XF, c'est la composante de X par rapport à F et XG, c'est la composante de X par rapport à G. Vous avez bien que X est égal à XF plus XG. Là, c'est un petit peu de la relation de Chasles, si vous voulez. Le vecteur que vous avez juste ici, c'est bien ce vecteur plus ce vecteur. Ça se voit très bien, on a vu ça au collège, pas de problème normalement. Mais attention, parce que si jamais on avait juste ça et pas ça, okay, ça voudrait dire que la décomposition qu'on a marquée juste ici, elle pourrait ne pas être unique. Alors là, dans notre dessin, étant donné que F et G sont bien supplémentaires dans E, là, c'est bien unique. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul XF et un seul XG, pas de problème. Mais si jamais on n'a que ça, on pourrait tout à fait décomposer tout vecteur de E comme un vecteur de F et un vecteur de G, mais de plusieurs façons différentes. Là, sur notre dessin, il n'y a qu'une seule façon. Là, si vous prenez votre vecteur X qui est ici, il n'y a qu'une seule façon. On prend ce XF là et ce XG là. Mais dans d'autres cas, ce serait tout à fait possible de décomposer X de plusieurs façons par rapport à un vecteur de F plus un vecteur de G. Mais donc, pour revenir à nos moutons, si jamais on a ça et ça, alors obligatoirement, on a ça. C'est totalement équivalent. Et cette égalité, fondamentalement, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire
que n'importe quel vecteur de E se décompose d'une unique façon, c'est ça le truc extrêmement important, d'une unique façon comme un vecteur de F plus un vecteur de G. Donc cette égalité, c'est quasiment la même chose que celle qu'on a juste ici. Mais la différence majeure qu'il y a entre cette égalité et celle-là, c'est le caractère d'unicité de la décomposition d'un vecteur de x par rapport à un vecteur de f plus un vecteur de g. Okay, là, la décomposition n'est pas forcément unique, alors que si vous avez ça, là vous êtes sûr et certain, la décomposition sera unique. C'est exactement ce qu'on a ici. Si jamais vous prenez un vecteur x qui appartient à E de façon quelconque, bah vous savez qu'il existe un unique xf qui appartient à f et un unique xg qui appartient à g, tel que x est égal à xf plus xg. Donc là, il faut bien comprendre que ce qu'on nous demande de montrer, là, cette égalité, c'est en fait une application directe du cours. C'est comme si car de P c'était F, im de P c'était G, et puis alors, bah, soit on montre le premier point, soit on montre le deuxième. Alors nous, on va faire les deux méthodes pour être parfaitement à l'aise dans les deux cas. Mais avant ça, on va quand même faire un deuxième petit rappel sur les projecteurs. Alors si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les projecteurs, allez voir les vidéos qui sont dédiées sur la chaîne. Alors moi, ce que je vous conseille sincèrement, c'est, étant donné que vous allez très majoritairement travailler avec des espaces vectoriels de dimension finie, bon, bah moi, ce que je vous conseille, c'est systématiquement, dès que vous avez un exo qui parle de projecteur, vous vous faites un petit brouillon où vous prenez E qui est égal à un plan. C'est-à-dire, en gros, vous pouvez assimiler ça à R2. Voilà, moi, je vous conseille vraiment de vous mettre dans ce cadre-là. Quand bien même la dimension de E peut être égale à 58, on s'en fiche. Là, effectivement, si jamais on prend E qui est égal à un plan, ça veut dire que la dimension de E, apparemment, est égale à 2. C'est vrai. Mais en fait, c'est pas très important pour comprendre la dynamique qu'il y a avec les projecteurs. Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est comment ça fonctionne les projecteurs. Et pour comprendre comment ça fonctionne, eh ben, on revient au cas le plus simple, c'est-à-dire un espace vectoriel E de dimension 2. Et puis comme on parle de projecteurs, il va bien falloir qu'on parle de somme directe, c'est très important. Là, il faut à tout prix que F et G qui sont ici soient supplémentaires dans E. Et nous, ce qu'on va introduire, c'est le projecteur P sur F parallèlement à G. Voilà, si jamais on prend P, ce projecteur, comment est-ce que ça se traduit visuellement là sur notre petit dessin? Et bien nous déjà, on sait que si jamais on prend X, un vecteur de E, donc c'est-à-dire un vecteur de notre plan, et ben étant donné qu'on a cette somme directe, donc le fait que F et G sont supplémentaires dans E, et ben on sait que X se décompose d'une unique façon, comme une somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. C'est exactement le petit dessin qu'on avait tout à l'heure. Voilà, comme ceci, X c'est bien XF plus XG, pas de problème. Et puis là, on a très envie de quoi? D'appliquer P, puisque P c'est un endomorphisme, hein. On a très envie d'appliquer P à X, puisque X est un vecteur de E, donc faisons ça. Appliquons P à X, P c'est le projecteur sur F parallèlement à G, c'est-à-dire qu'on va projeter X là par terre en fait, puisque F là c'est le sol. Donc si jamais on le lance au sol, il va atterrir sur XF. Voilà, obligatoirement le projeté de X sur F parallèlement à G, vous voyez là la droite qui est ici, elle est bien parallèle à G, on atterrit exactement ici, XF est égal au projeté de X sur F. Et là, on va aller un tout petit peu plus loin, parce que on sait que P, par définition, c'est un projecteur d'accord, mais donc, a fortiori, c'est un endomorphisme. C'est une application linéaire, donc. Et donc, comme toute application linéaire, elle a un noyau et une image, im de P et ker de P. Et justement, notre exercice s'intéresse à ça. Et donc là, il faut avoir bien conscience, là, sur le petit dessin, où se trouve im de P et où se trouve ker de P. D'abord, pour im de P. Im de P, par définition, qu'est-ce que c'est? C'est là, entre guillemets, où P va nous faire atterrir. C'est-à-dire que si jamais on prend un vecteur X de E, qu'on lui applique P, ça va nous faire atterrir quelque part. Ça va nous faire atterrir sur un sous-espace vectoriel de E, par définition. Il suffit de faire un petit dessin. Par définition, P, c'est une application linéaire de E, et im de P, c'est bien un sous-espace vectoriel de E, et c'est là, entre guillemets, où atterrit P. Pour être tout à fait rigoureux, im de P, c'est l'ensemble des vecteurs de E qui ont au moins un antécédent par P dans l'espace vectoriel de départ. Mais c'est la même chose, entre guillemets, que là où P va atterrir, avec des gros guillemets. Et bien là, si on regarde un petit peu notre dessin, où est-ce que P nous fait atterrir, entre guillemets? Et bien là, avec le vecteur X qu'on a pris de façon totalement quelconque, vous avez bien vu que quand on a appliqué P à X, ça nous a fait atterrir ici, donc sur XF, mais c'est-à-dire en fait sur la droite F. Mais en fait, on se rend compte que peu importe le vecteur qu'on prend dans E, si on le projette sur F, on va
atterrir sur F. Vous voyez, par exemple, si on prend tous ces petits vecteurs là que j'ai représentés avec des croix, bah, si jamais on les projette sur F, qu'est-ce que ça va faire? Et bah lui, par exemple, il va atterrir juste ici. Il atterrit bien sur F. Lui, pareil, il va atterrir juste là. Il va atterrir sur F, etc., etc. Peu importe le vecteur X qu'on prend dans E, dès qu'on lui applique P, eh ben, on atterrit sur la droite F automatiquement, puisque P, c'est le projecteur sur F parallèlement à G. Donc là où on atterrit, entre guillemets, c'est bien évidemment im de P. Et donc, obligatoirement, F, qu'est-ce que c'est? C'est im de P. Voilà, par définition. Donc pour im de P, c'est bon, on a fait le récap, on sait où est-ce qu'il est, c'est là où on projette, c'est là où on atterrit. Ensuite, on se demande, bon, on est face encore une fois à un endomorphisme, on se demande, mais quel est son noyau? Alors là, avec ce petit dessin, vous allez voir, c'est quand même assez facile de le trouver visuellement. Alors d'abord, sur notre petit dessin, là, où est-ce que ker de P se situe? Bah, bien évidemment, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace de départ. Donc c'est-à-dire que ker de P, il est là-dedans. Voilà, ker de P, il est là-dedans. Alors évidemment, il n'y a pas que 3 vecteurs à l'intérieur, c'est un sous-espace vectoriel, donc il y a une infinité de vecteurs, évidemment. Mais néanmoins, on comprend un petit peu la logique et on se rappelle surtout quelle est la condition pour qu'un vecteur appartienne au noyau de P. Eh bien, il faut que P évalué en ce vecteur, ça vous rebalance le vecteur nul. Très très important, hein, ça normalement vous le savez. C'est-à-dire que si jamais vous faites P de ce vecteur-là, ça vous fait le vecteur nul, pareil ici, pareil ici. Donc nous, on va se demander, mais où se trouvent les vecteurs qui nous rebalancent le vecteur nul quand on leur applique P? Voyons voir. Déjà, première chose, où se trouve sur notre dessin le vecteur nul? Eh bien, il est juste ici, le vecteur nul, c'est à l'origine du repère. Donc là, on se demande, mais où se trouvent nos vecteurs qui, lorsqu'on leur applique P, nous amènent là sur le vecteur nul? Est-ce que si jamais on prend lui, ça nous fait le vecteur nul? Bah non. On atterrit ici, on n'atterrit pas là du tout, ça ne fonctionne pas. Est-ce que lui, ça fonctionne? Non. Est-ce que lui, ça fonctionne? Non plus. En fait, on se rend compte que ça ne fonctionne nulle part, sauf à un endroit. Et bien c'est bien évidemment sur la droite G qui est ici. Parce que si jamais vous prenez un vecteur qui est juste là, voilà, si jamais vous prenez un vecteur de G et que vous lui appliquez P, et ben hop, vous allez atterrir juste ici sur le vecteur nul. Et en fait, peu importe le vecteur que vous prenez sur G, ben vous allez immédiatement voir que ça vous rebalance sur le vecteur nul et que nulle part ailleurs, vous n'avez cette propriété. Et donc G, qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, c'est le noyau de P. Voilà, G, là, la droite qui est ici, c'est le noyau de P. Donc ayez bien ça en tête, c'est fondamental. Un projecteur projette tout le temps sur son image et toujours parallèlement à son noyau. Et donc en fait, le F qui est ici, c'est bien im de P, et le G qui est là, c'est bien ker de P. Et donc vous aurez tout le temps ce résultat, hein, le fait que E est égal à ker de P plus im de P en somme directe, puisque F c'est bien lui et G c'est bien lui. Voilà, basta. Basta entre guillemets, parce que là, on nous demande de le montrer. Donc, c'est-à-dire de faire une démonstration de cette somme directe. Là, on a pris des petits dessins, on a compris de façon assez intuitive, on comprend. Et puis, à vrai dire, cette chose-là, c'est même une conséquence directe du cours. Donc bon, c'est presque un acquis, mais il faut le démontrer là maintenant. Et pour démontrer vraiment ce résultat, on va avoir besoin d'une particularité en plus des projecteurs que nous n'avons même pas ici invoquée, qui pourtant, c'est la chose la plus connue des étudiants, c'est que P au carré est égal à P. Voilà, P est un projecteur si et seulement si P au carré est égal à P. Attention, P au carré, ça n'est certainement pas P fois P, c'est P rond P. C'est-à-dire que si jamais vous faites P au carré de X, c'est comme si vous faisiez P de P de X, hein, c'est la même chose. Voilà, très très important d'avoir ça en tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là sur notre petit dessin? Vous voyez, si jamais on reprend notre vecteur X qui est ici et qu'on lui applique P, bam, ça nous rebalance sur F. C'est-à-dire qu'en fait, XF, c'est bien P de X. Mais si nous, on veut P au carré de X, c'est-à-dire P de P de X, eh ben, on va être obligé de réappliquer une deuxième fois P à P de X. Mais P de X, il est déjà sur F. Donc si jamais vous voulez le projeter encore sur F, mais il ne va pas bouger, puisqu'il est déjà sur F. Donc si vous lui réappliquez P une nouvelle fois, il va pas bouger. C'est comme si vous aviez une pomme au début qui est ici, vous la lâchez par terre, elle va tomber par terre, d'accord. Si ensuite votre pomme elle est déjà à terre et que vous dites mettez la pomme à terre, mais elle est déjà à terre, elle va pas bouger. Bon, vous pouvez taper dessus, vous allez faire de la compote si vous voulez, mais elle va quand même rester au sol cette pomme. Voilà, et d'où la propriété que P de P de X, ça fait P de X. Si jamais vous appliquez P à ce pauvre petit vecteur qui est déjà au sol, il va pas bouger, hein, puisque vous le projetez sur un endroit où il est déjà, donc
voilà, ça va pas bouger cette histoire. Donc cette propriété, elle est vraiment fondamentale, elle aussi, avec les projecteurs. Mais je voulais d'abord vous parler de tout ça parce que vous voyez qu'en fait, il n'y a pas besoin du fait que P rond P est égal à P pour avoir tous ces résultats-là de façon intuitive. Alors maintenant qu'on a rappelé tout ce qu'il fallait sur les sous-espaces vectoriels supplémentaires et les projecteurs, on va pouvoir se lancer dans l'exercice et on va appliquer les deux options qu'on a à notre disposition successivement. Alors c'est parti pour la première méthode qui est le plus souvent la préférée des étudiants. C'est de montrer que la dimension de lui plus la dimension de lui, ça fait la dimension de E. Et ensuite, c'est de montrer que l'intersection de lui et de lui, ça fait l'ensemble réduit au vecteur nul. Et certainement pas le vecteur nul tout seul, hein. Attention. Alors moi, ce que je vous conseille au brouillon, c'est d'écrire votre objectif. D'abord, vous avez la somme des dimensions et vous avez aussi cette intersection. Alors nous, on va commencer par le deuxième point, l'intersection. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il suffit simplement de prendre un x qui appartient à l'intersection là des deux et de montrer que obligatoirement, c'est le vecteur nul. Parce que étant donné qu'on aura pris ce vecteur x là dans l'intersection de façon quelconque, et c'est ça qui est très important, on le prend de façon complètement quelconque, on se rend compte que obligatoirement, ça veut dire que c'est le vecteur nul, il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc obligatoirement, vous aurez cette intersection. Alors d'abord, bien évidemment, comme on travaille dans E, on prend un vecteur x qui appartient à E, mais comme on le disait, on va le prendre dans l'intersection. Voilà, c'est parti, on dit que x appartient à cette intersection, et alors là, ça veut dire en fait deux choses, parce que x appartient non seulement à im de P, mais aussi à ker de P. Donc, il va falloir qu'on traduise ces deux appartenances, parce qu'il appartient à lui et à lui. Alors déjà, la plus simple, qu'est-ce que ça veut dire que x appartient à ker de P? Eh bien, ça veut bien évidemment dire que P de x est égal au vecteur nul. Voilà, là on vient de traduire le fait que x appartient au noyau de P. Vous pouvez le mettre entre parenthèses pour justifier, mais bon. Mais ensuite, x il appartient aussi à im de P. Et qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Alors moi je vous conseille de raisonner avec le petit dessin. Voilà, en gros vous avez ça, im de P il est là, donc vous savez que x il est là-dedans. Voilà, il est juste ici x. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Obligatoirement, comme il est dans im de P, ça veut dire qu'il a au moins un antécédent par P dans E. C'est-à-dire qu'en fait, x il s'écrit P de quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un vecteur qu'on va appeler y, par exemple, qui est juste ici, tel que, hop, dès qu'on lui applique P, il va nous donner X. Ça, c'est vraiment fondamental. Si X appartient à im de P, ça veut dire que X s'écrit P de quelque chose, avec ce quelque chose étant un vecteur de votre espace vectoriel de départ. Donc c'est parti, on l'écrit. De plus, X appartient à im de P, oui, puisqu'il appartient à l'intersection des deux. Donc nécessairement, il existe un y qui appartient à un e tel que x est égal à p de y. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà, comme ceci. Alors là, notez bien au passage qu'on a fait plusieurs phrases mathématiques différentes. On a commencé en disant x appartient à im de p inter ker de p. Ça implique bien que p de x est égal au vecteur nul. Attention, ça n'est absolument pas une équivalence. Absolument pas. Parce que si jamais vous avez p de x qui est égal au vecteur nul, alors d'accord, c'est-à-dire que x appartient à ker de p, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il appartient à im de P. Donc là, absolument pas d'équivalence, c'est une implication. Et ça, au passage, ça n'implique pas non plus que x appartient à im de P. Absolument pas, parce que là, certains étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ça implique ça, et puis aussi ça implique ce truc-là. Non, pas du tout. Là, on dit, on a ce résultat, et à côté de ça, on a autre chose, c'est le fait que x appartienne à im de P. Voilà. Et on dit, ça en revanche, ça implique cette chose-là. À vrai dire, bon, là il y a une équivalence, soit, mais on raisonne simplement ici avec des implications, c'est beaucoup plus prudent. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a réussi à traduire sous forme d'égalité l'appartenance de x à im de P et à ker de P. C'est-à-dire que non seulement on a cette chose-là, parce que x appartient à ker de P, et puis on a aussi cette chose-là, puisque x appartient à im de P. Mais nous, ce qu'on va faire, évidemment, c'est, étant donné qu'on a ça et ça, on va, entre guillemets, marier là ces deux propositions. Parce que nous, notre objectif, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr de montrer que cette intersection, c'est l'ensemble réduit au vecteur nul. D'accord? Mais ça veut dire qu'en fait, nous, notre objectif, c'est de montrer que x, là, c'est le vecteur nul. C'est obligatoirement le vecteur nul. Donc, le vecteur x, où est-il? Il est juste ici et il est juste là. Ce qui serait quand même pas mal pour faire le lien entre ça et ça, c'est avec cette égalité d'appliquer P. Parce que si jamais ici on applique P à gauche et à droite, on va bien faire apparaître P de x qui est juste là. Alors, voyons voir. Alors, c'est parti. Déjà, on a P de x égale P de P de y. Ça vient juste de là. On a simplement appliqué P des deux côtés. C'est ce qui se passe. Et donc, on a P de x égale P au carré de y, puisque P de P de y, c'est la même chose que P rond P de y, c'est la même chose que
P au carré de Y. Voilà, comme ceci, mais nous, on sait que quoi? Mais on sait que P est un projecteur, et donc que P au carré est égal à P. Donc là, avec les projecteurs, hein, dès que vous voyez du P au carré, hop, vous le changez en P immédiatement. Donc là, le P au carré de Y devient la même chose que P de Y, par définition. Voilà, et on justifie évidemment le fait qu'on puisse passer de là à là, c'est parce que P, c'est un projecteur. Mais là, c'est gagné. Pourquoi? Parce que P de Y, c'est X, justement. P de Y, ici, c'est marqué, c'est X. Et P de X, qu'est-ce que c'est? C'est le vecteur nul. Donc là, on a le vecteur nul égale P de Y, c'est-à-dire X. Donc X, c'est bien P de X, c'est obligatoirement le vecteur nul. C'est terminé cette histoire. Voilà, on y est. On a pris un vecteur X absolument quelconque dans l'intersection d'im de P et de quart de P. Et on remarque que obligatoirement, conséquence après conséquence, bam, c'est le vecteur nul. Et donc, conclusion, et ben voilà, quart de P inter de P, c'est égal à l'ensemble, attention, réduit au vecteur nul. Ça, c'est extrêmement important de ne pas oublier les accolades juste ici. Parce que si jamais vous les oubliez, attention, vous seriez en train d'écrire que là, tout ce truc-là, c'est un espace vectoriel, ça, on est d'accord? Mais si jamais vous enlevez vos accolades, là, vous n'avez plus qu'un vecteur. Et un vecteur, ça ne peut pas être égal à un espace vectoriel. Absolument pas. Hein. Donc là, c'est bon, on vient de montrer le deuxième point. Maintenant, on va montrer le premier. Et ça va être très facile, tout simplement en appliquant le théorème du rang. Et voilà, d'après le théorème du rang, alors moi, j'ai marqué TDR, mais c'est pour théorème du rang, évidemment, la dimension de E, c'est bien égal à la dimension de quart de P plus la dimension de im de P. Là, ça n'est absolument pas lié au fait que P est un projecteur. Absolument pas, hein, pas du tout. C'est simplement lié au fait que P, c'est une application linéaire. Et oui, n'oublions pas, P, c'est un projecteur, donc a fortiori, c'est un endomorphisme, et donc a fortiori, c'est une application linéaire. Et avec les applications linéaires, on sait qu'il y a le théorème du rang qui, de façon générale, s'énonce comment? On va le rappeler. Et bien, il s'énonce comme ça, le théorème du rang. Alors, avec le petit dessin, on va le comprendre. Il faut vraiment avoir ce dessin avec soi, c'est très important. Donc déjà, le théorème du rang, il se passe dans un cadre très particulier. C'est lorsque vous avez f qui est une application linéaire qui part d'un espace vectoriel de dimension finie E et qui va vers un espace vectoriel F qui n'est pas forcément de dimension finie. On s'en fiche éperdument de savoir que F est ou n'est pas de dimension finie, tout simplement parce que F, l'espace d'arrivée, n'intervient pas dans le théorème du rang. Vous voyez ici, là, le théorème du rang, il est écrit ici, il n'intervient absolument pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'après le théorème du rang, la dimension de l'espace vectoriel de départ, très important, est égale à la dimension du noyau de f plus la dimension de im de f. Au passage, la dimension de im de f, c'est aussi le rang de f. C'est pour ça qu'on appelle ça le théorème du rang, évidemment. Voilà, ça c'est pareil. Hein. Mais là, dans notre exercice, on peut tout à fait appliquer ce théorème. Alors, il y a quand même une petite subtilité qui peut mener à des confusions, c'est que P, étant donné que c'est un projecteur, c'est aussi un endomorphisme. Donc, nécessairement, l'espace vectoriel d'arrivée, c'est le même que celui de départ. Donc là, dans le petit dessin, pour bien faire le lien, on va remplacer tous les petits f par un petit p, et puis on va remplacer grand F par grand E, puisque l'espace vectoriel d'arrivée, c'est le même que celui de départ. Voilà, comme ceci. Là, dans ce contexte, le théorème du rang s'énonce exactement comme ça. Hein. C'est exactement l'application du théorème du rang. Mais attention à la petite subtilité qui peut mener parfois à des erreurs, c'est que là, quand on écrit la dimension de E est égale à la somme des dimensions du noyau et de l'image, d'accord? Mais le E qui est ici, c'est le E qui est là. C'est le E de départ. Évidemment que E, c'est aussi l'espace d'arrivée. Mais en fait, on s'en fiche de l'espace vectoriel d'arrivée. Donc là, gardez bien ça en tête. Le E qui est là, c'est bien l'espace vectoriel de départ, pas d'arrivée. Très important. Et donc maintenant qu'on a ce deuxième point, c'est terminé. On peut conclure. Et voilà, nous on a bien démontré successivement ces deux points dans cet ordre, mais sauf que tout ça réuni, ça fait exactement le résultat qui est là. Et voilà, et ça termine l'exercice. Alors dans la vidéo suivante, on va encore démontrer ce résultat, mais en utilisant la deuxième méthode dont on avait parlé au tout début de la vidéo. C'est-à-dire qu'on ne démontrera pas là le deuxième point qui est ici, mais on démontrera que E est égal à quart de P plus im de P. C'est-à-dire que tout élément de E peut se décomposer comme une somme d'un élément de quart de P et d'un élément de im de P. Et la technique qu'on va utiliser, vous allez voir, non seulement elle est très intéressante, très subtile, mais en plus elle est très classique. Donc il faudra à tout prix la connaître. Voilà.